Je vous propose, comme d'habitude, je fais une toute petite introduction. Ça permet aux quelques retardataires d'arriver. Et puis, je présente Agathe et on y va. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Agathe Legrand. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Moi, je suis Muriel Moindreau, je suis une neuroscientifique spécialisée en oculométrie. Et aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment d'accompagner les orthoptistes à prendre en main l'oculométrie pour leur pratique clinique. Et donc ça passe par des formations, des accompagnements et aussi des événements comme aujourd'hui où justement je donne la parole à des personnes qui ont l'habitude d'utiliser l'oculométrie dans leur pratique pour que justement ils partagent avec vous aussi leur utilisation, ou en tout cas sur ce sujet. Et donc aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Agathe Legrand. Donc pour vous la présenter, Agathe, elle est diplômée en orthoptie depuis 2007 et ensuite elle a poursuivi avec un master de recherche et une thèse en sciences cognitives qu'elle a soutenue en 2013. Et puis après cela, pendant 6 ans, Agathe, elle a eu un poste d'enseignant-chercheur associé au sein du laboratoire Vision, Action et Cognition à l'université Paris-Cité. Donc globalement, elle a continué à faire de la recherche et en plus, elle faisait de l'enseignement. Et aujourd'hui, donc, tu as un statut en fait de chercheur associé. Donc tu continues à faire de la recherche et en même temps, tu enseignes à la fois en orthopsie et en psycho. Et avec tout ça, c'est vrai que tu as 3 casquettes. Tu as ton activité libérale que tu continues depuis 2007. Et donc là, Agathe, je vais te laisser la parole pour que tu nous parles justement comment passer de la recherche à la pratique clinique, justement en oculomotricité. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci Muriel pour cette invitation donc, à participer à ta série de webinaires. Alors, juste, j'ai tout supprimé Voilà. Euh, Aujourd'hui, en fait, je vous propose de réfléchir ensemble à une question qui va traverser probablement notre pratique à tous. C'est comment la recherche peut-elle nourrir, renforcer et affiner donc notre raisonnement clinique en orthopsie et en particulier dans le champ de l'oculomotricité, même si cette présentation pourrait se transférer donc dans un autre champ de notre profession. L'idée de ce webinaire n'est pas de dire qu'il faudrait appliquer directement ce que montrent les publications, ni à l'inverse, que la clinique devrait donc se méfier de la recherche, mais plutôt d'explorer comment passer d'un protocole expérimental, d'un résultat statistique ou même d'un modèle théorique à une décision clinique plus fine, plus structurée et, je l'espère, donc plus pertinente. Donc mon point de vue aujourd'hui il vient vraiment d'une position d'interface entre donc mes deux activités que Muriel vient de présenter. Donc d'un côté mon activité clinique en orthopsie avec ce qu'elle implique de confrontation à un patient singulier, à la variabilité, à des contraintes de temps, à la fatigabilité et à la nécessité de prendre des décisions assez rapidement. Et de l'autre côté, mon activité de recherche en sciences cognitives avec des protocoles contrôlés, des variables isolées, des mesures fines et donc un cadre méthodologique beaucoup plus rigoureux, mais aussi beaucoup plus simplifié. Donc très vite dans mon parcours, une tension s'est un peu imposée entre ces deux mondes. En laboratoire, on comprend mieux certains mécanismes oculomoteurs. Et en cabinet, on travaille avec des patients, et notamment moi avec des enfants, qui ont des plaintes, qui ont des profils complexes et une temporalité qui va être complètement différente du temps de la recherche. Donc toute la question est alors la suivante, comment faire dialoguer ces deux logiques dans notre pratique quotidienne? Et la question centrale de ce webinaire pourrait se formuler très simplement. Comment passer d'un protocole expérimental, d'un résultat statistique, d'un modèle théorique à une décision clinique pertinente face à un patient singulier? Donc, bien évidemment, nous lisons des publications, nous assistons à des séminaires scientifiques, nous entendons parler de plasticité, d'inhibition, d'efficacité d'un entraînement, de transfert, de paramètres objectivés donc par l'eye tracker. Mais une étude ne va pas directement nous dire quoi faire. Elle ne va pas nous donner une conduite à tenir clé en main. Ce qu'elle peut faire, en revanche, c'est donc nous aider à mieux comprendre ce que nous observons, à mieux formuler nos hypothèses et donc à construire des prises en charge plus cohérentes. J'aime bien résumer cela de la manière suivante. Une étude donc ne nous dit pas quoi faire, mais elle nous aide à mieux penser ce que nous faisons.
Donc, pour entrer concrètement dans cette question, je vais partir d'un exemple d'un protocole expérimental en oculomotricité. Donc, il s'agit ici d'un article publié par Yep et collaborateurs en 2022 qui va étudier donc les comportements des pros et des antisaccades à travers la vie. Donc, il faut savoir que Yep fait partie de l'équipe de Munoz, Munoz qui est un chercheur très reconnu dans ce domaine de l'oculomotricité et qui peut nous apporter énormément de connaissances en pratique clinique. Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est pas tant les détails des résultats, mais plus la logique du protocole. Donc, dans cette étude, les participants âgés de 5 à 93 ans donc, réalisent une tâche intercalant de manière pseudo-aléatoire des essais de pro-saccade, donc saccade dirigée vers la cible, et des essais d'anti-saccade, saccade dirigée donc en direction opposée à la cible apparue en périphérie. Donc, le protocole comprend deux blocs de 120 essais, soit un total de 240 essais donc réalisés par chaque participant. Ainsi, donc, chaque participant va produire un volume très important de saccades dans un temps relativement court puisque la passation se réalise donc en 20 minutes. Les conditions sont standardisées, hein. On connaît la position de départ, on connaît l'angle de présentation du stimulus, le délai, la structure temporelle de chaque essai, enfin tout est bien contrôlé. L'enregistrement est réalisé avec un eye tracker à haute fréquence qui va permettre ensuite donc d'extraire des mesures très fines telles que la latence, le taux d'erreur, la proportion de réponse express ou régulière et même des paramètres encore plus complexes comme le temps à partir duquel les processus volontaires prennent le dessus sur les réponses donc automatiques. Ce type de protocole, il permet donc d'évaluer très précisément le contrôle inhibiteur oculomoteur. Ce point est important parce que dans ce cadre, on ne va pas se contenter de dire que le patient a du mal à inhiber. On va pouvoir mesurer la latence des réponses, distinguer les erreurs selon leur temporalité, quantifier leur fréquence et observer les tendances sur un très grand nombre d'essais. Autrement dit, la robustesse des conclusions repose donc en partie sur trois éléments: un nombre d'essais élevé, des conditions très contrôlées et des mesures objectivées de façon extrêmement fine. C'est cela donc qui donne au protocole sa puissance méthodologique. En 20 minutes, donc, un protocole comme celui-ci a produit des centaines de réponses analysables. Cependant, en clinique, pouvons-nous travailler dans des conditions comparables? Non. Donc, un protocole expérimental, si on reprend de façon résumée, il va nous permettre d'abord d'isoler, c'est-à-dire isoler un mécanisme précis, une variable d'intérêt et une hypothèse testable. Dans l'exemple que je viens de présenter, avec la tâche de pro et d'antisaccade, ce que l'on cherche à isoler n'est pas seulement un comportement global du regard, mais plus précisément le contrôle inhibiteur oculomoteur, c'est-à-dire la capacité à inhiber une réponse automatique vers le stimulus pour produire une réponse volontaire. Il permet ensuite de contrôler le contexte de passation, les paramètres de la tâche et les conditions de mesure. Là encore, dans cet exemple, tout est bien standardisé. Le type de stimulus, son excentricité, le délai de présentation, la structure temporelle de chaque essai et le nombre d'essais réalisés. Cela va donc permettre de réduire au maximum ce qui pourrait donc parasiter l'interprétation des résultats. Enfin, ce que nous permet le protocole expérimental, c'est de mesurer. On mesure à partir d'indicateurs objectivables, comparables d'un participant à l'autre et suffisamment robustes pour produire des conclusions interprétables. En oculomotricité, cela veut dire qu'on ne va plus se contenter de dire que le participant est impulsif ou moins inhibé. On peut mesurer précisément la latence d'une prosaccade correcte, la latence d'une antisaccade correcte, le taux d'erreur directionnelle ou encore donc la proportion de réponse express et régulière. Donc la force d'un protocole expérimental est donc de réduire la complexité du réel pour rendre un mécanisme observable.
Si l'on veut donc réellement comprendre en fait ce que la recherche va pouvoir nous apporter en clinique, il faut aussi expliciter ce qu'un protocole expérimental ne va pas permettre. En recherche, on contrôle les conditions, on homogénéise, on exclut certains profils, on réduit les fluctuations. En clinique, au contraire, on reçoit un enfant avec son âge, son développement, ses comorbidités éventuelles, sa fatigabilité, sa compréhension de la consigne, son engagement dans la tâche et parfois même son opposition. Donc le protocole expérimental, lui, ne reproduit pas cette temporalité du cabinet. Les séances en laboratoire, elles sont pensées pour produire des données exploitables. En cabinet, le temps est contraint, l'attention varie, la coopération varie et le nombre d'essais réellement exploitables est très limité. Donc enfin, le protocole expérimental, il ne va pas viser directement à une prise de décision thérapeutique. Il vise à comprendre un mécanisme dans des conditions suffisamment contrôlées pour que ce mécanisme puisse être isolé. Donc il ne va pas nous dire directement comment prendre en charge un patient, un enfant, ni comment hiérarchiser nos priorités, ni comment ajuster notre intervention séance par séance. C'est pour cela que le protocole expérimental, aussi rigoureux soit-il, ne peut pas être simplement transposé tel quel en clinique. Euh, J'aurais tendance donc à le résumer ainsi. Un protocole expérimental simplifie le réel pour comprendre un mécanisme. Et donc, ce que va nous permettre la pratique clinique, eh ben, en orthopsie, on ne va jamais isoler une seule variable. Au contraire, on va essayer de relier plusieurs dimensions fonctionnelles en même temps. Le comportement du regard, l'attention, la fatigabilité, la compréhension, l'engagement dans la tâche, la plainte fonctionnelle et parfois le contexte scolaire ou familial. Donc la clinique, elle va s'adresser à un patient bien singulier. Cela veut dire que nous devons adapter notre raisonnement à un niveau de développement, à une tolérance à l'effort, à un mode de réponse, à une capacité à maintenir l'attention, à une disponibilité relationnelle. Donc nous ajustons finalement en permanence la difficulté, le rythme, la forme du feedback, la progression. Ce travail d'ajustement donc est constant dans notre pratique et il fait partie intégrante du raisonnement clinique. En réalité, la clinique, elle ne cherche pas uniquement à objectiver un phénomène, elle cherche à construire une décision thérapeutique pertinente dans un contexte de complexité avec des données toujours incomplètes. C'est pourquoi la clinique ne simplifie pas le réel de la même manière que la recherche. Elle fait l'inverse, elle réintègre la complexité pour décider. Et je crois que c'est là une compétence très propre à notre pratique d'orthoptie, c'est transformer des observations multiples, parfois hétérogènes, en hypothèses cliniques, puis en stratégie thérapeutique. Donc à partir de là, on peut mieux comprendre pourquoi on ne peut pas simplement copier un protocole expérimental pour l'utiliser en clinique. D'abord parce que les objectifs ne sont pas les mêmes, et ça c'est important. Le protocole expérimental, il cherche à comprendre un mécanisme. La prise en charge clinique, elle cherche à produire un changement fonctionnel chez un patient particulier. Ensuite, parce que le volume d'essais ne pourra pas être comparable. En recherche, il nous faut un grand nombre d'essais pour stabiliser la mesure. En clinique, ce qui compte, ce n'est pas simplement le nombre d'essais théoriques, mais le nombre d'essais réellement réalisés, réellement compris, réellement tolérés et réellement pertinents. Enfin, parce que la situation clinique, elle demande une adaptation continue. On ne peut pas proposer à tous nos patients, à tous nos enfants, la même tâche, la même difficulté, la même durée, ni le même type de feedback. Donc la question n'est pas comment refaire le protocole, mais la vraie question est quels principes puis-je conserver et comment je peux les adapter pour qu'ils deviennent utiles en clinique. Et c'est là, à mon sens, que commence véritablement le raisonnement clinique nourri par la recherche,
Je le formule souvent de cette manière. La clinique ne reproduit pas un protocole, elle en traduit les principes. Donc justement, comment traduire un protocole expérimental en une stratégie clinique? Eh bien, je pars quand je lis une publication, je ne me demande pas d'abord est-ce que je peux refaire la même chose au cabinet, mais je vais me poser plutôt quatre questions. La première question, c'est quel mécanisme est réellement étudié? Donc, dans l'exemple que nous avons vu tout à l'heure, le cœur du protocole n'est pas la succession de stimuli rouges ou verts, ni le nombre exact d'essais. Le cœur, c'est l'inhibition oculomotrice, c'est-à-dire la capacité donc à inhiber une réponse automatique et à produire une réponse volontaire. La deuxième question que je vais me poser, c'est qu'est-ce qui, dans le protocole, relève de la recherche et qu'est-ce qui relève du principe utile? Par exemple, les 240 essais relèvent du protocole expérimental. En revanche, la nécessité de répétitions nombreuses pour stabiliser un comportement, ça relève d'un principe plus général. La troisième question que je peux me poser, c'est qu'est-ce que je peux conserver dans ce protocole en clinique? Peut-être pas la structure exacte de la tâche, mais la logique d'inhibition, la progressivité, le type de contrôle demandé, la place du feedback ou encore l'importance du nombre d'essais. Enfin, la quatrième question, c'est qu'est-ce que je dois adapter? Le volume, la durée, le niveau de difficulté, le type de réponse, la densité des distracteurs, le rythme, la finalité fonctionnelle. Autrement dit, traduire un protocole, c'est bien ne pas le reproduire, c'est conserver le mécanisme tout en adaptant le cadre. Et il me semble que cette distinction est essentielle, notamment aujourd'hui dans le champ de l'eye tracking, où on voit parfois des outils ou des entraînements reprendre assez directement des paradigmes expérimentaux sans toujours passer par ce travail intermédiaire de traduction en clinique. Je vous ai simplement ici redétaillé un petit peu le lien avec mon exemple de l'article de Yep et collaborateurs sur l'illustration des quatre questions que je peux me poser quand j'essaie de ressortir les éléments essentiels d'un protocole expérimental pour l'adapter à ma clinique. Donc, une fois qu'on a bien identifié le mécanisme, la question n'est plus seulement quel exercice proposer, mais la vraie question devient quelle logique de prise en charge donc je vais construire. En clinique, à partir d'un mécanisme suspecté ou objectivé, nous devons définir donc plusieurs choses. D'abord, la cible prioritaire. Est-ce que le problème principal va concerner la fixation, l'organisation saccadique, l'inhibition du regard, la stabilité attentionnelle ou encore la dissociation entre le regard et le stimulus? Ensuite, il faut déterminer donc le niveau de difficulté initial réaliste. Ce niveau, il ne dépend pas seulement du trouble supposé, mais aussi de l'âge, de la compréhension, de la fatigabilité, de la tolérance à l'effort et du mode d'engagement de l'enfant. Il faut aussi penser le volume d'entraînement réellement possible. Non pas un volume théorique, mais un volume d'essai réellement exploitable dans le temps d'un bilan ou d'une séance. Enfin, il faut choisir un type de feedback, une certaine progressivité dans nos exercices et, bien évidemment, avoir une finalité fonctionnelle. Autrement dit, il faut transformer une connaissance mécanistique en une stratégie thérapeutique. C'est précisément cette étape qui distingue une compréhension théorique d'un véritable raisonnement clinique. Je dirais finalement que la stratégie clinique ne dérive pas directement du protocole, mais qu'elle va se construire à partir du mécanisme identifié ou recherché. Donc, pour rendre cela un peu plus concret, on va dire en clinique, je vous propose cet exemple illustré donc à partir d'un enregistrement des mouvements oculaires chez un enfant âgé de 8 ans, scolarisé en CE2.
et pour simplifier, qui me consulte pour principalement des difficultés de lecture avec une lenteur, des inversions de lettres, de syllabes, modification de la fin des mots. Donc l'idée ici va pas du tout être de poser un diagnostic à partir d'un tracé, ni de transformer l'eye tracking comme un outil diagnostique autonome. L'enjeu est autre. Donc c'est de souligner que certains paramètres décrits dans la littérature peuvent être retrouvés et objectivés grâce à l'enregistrement du regard. Par exemple, selon la situation présentée, donc on va pouvoir retrouver une instabilité de la fixation, une grande variabilité des latences, des erreurs vers le stimulus dans une tâche d'antisaccade, ou encore une impulsivité oculomotrice comparable avec ce que la littérature décrit dans certains profils donc attentionnels. Ce qui est important, c'est le changement du statut de l'observation. Sans eye tracker, nous pouvons avoir une impression clinique. Avec l'eye tracker, nous pouvons commencer à objectiver cette impression, à la confronter à la littérature et à l'intégrer dans un raisonnement plus structuré. Donc l'intérêt de ce type de mesure n'est pas uniquement d'observer le regard, de voir le regard, c'est de rendre observable en clinique des phénomènes déjà décrits dans la recherche. Et à ce moment-là, le lien entre la recherche et la pratique clinique devient beaucoup plus concret. On ne se contente plus de dire la littérature montre que, on peut dire voilà comment un paramètre décrit dans la littérature peut être retrouvé, discuté et interprété en situation clinique chez un enfant. Donc, si j'ai insisté sur ce détour par la recherche, par les protocoles expérimentaux, puis par leur traduction clinique, c'est pas parce que ce détour change réellement notre pratique, mais il nous permet de mieux lire les publications, de mieux identifier les mécanismes en jeu, de construire donc des choix thérapeutiques plus cohérents et d'utiliser l'objectivation de manière plus pertinente. Autrement dit, s'appuyer sur la recherche ne signifie pas appliquer un protocole, cela signifie donc renforcer notre raisonnement clinique. Et c'est précisément dans cette logique qu'est né donc Oculolab. Je précise qu'il s'agit d'un projet que j'ai développé et que je le présente ici non pas comme un produit à promouvoir, mais comme un exemple de démarche translationnelle en orthopsie. Donc l'idée de départ était simple, comment faire en sorte que les apports de la recherche ne restent pas au stade de publication ou de paradigme de laboratoire, mais puissent être traduits en outils réellement utilisables en clinique. Donc cette démarche, elle dépose sur deux axes qui sont finalement complémentaires. D'une part, le développement de logiciels d'entraînement, donc des outils construits à partir de mécanismes documentés en recherche, mais pensés pour être compatibles avec le temps du cabinet, avec la progressivité clinique et avec l'adaptation à un enfant particulier. Le second axe, ce sont donc les études cliniques, parce qu'un outil n'a de sens que s'il permet aussi de documenter ce qui se passe réellement en pratique, d'objectiver nos usages et de produire des données cliniques utiles à notre profession. Autrement dit, l'objectif d'Oculolab, c'est pas de reproduire le laboratoire en cabinet. Donc, après avoir présenté rapidement les objectifs d'Oculolab, je voulais faire un bref retour sur la technologie elle-même qui nous concerne aujourd'hui, donc l'eye tracking, sur ce qu'elle permet réellement d'apporter en clinique. Comme vous le savez, l'eye tracking est un outil particulièrement intéressant parce qu'il va nous donner accès de manière objective à un ensemble très large de comportements visuels. On va pouvoir enregistrer des fixations, des saccades, la poursuite, l'avergence, mais aussi des tâches plus complexes comme la lecture ou la recherche visuelle. Ce qui signifie que nous disposons aujourd'hui donc d'un outil capable d'explorer des dimensions très différentes du fonctionnement visuel, aussi bien dans une logique d'évaluation que dans une logique d'entraînement. Cet outil, donc, qui peut être extrêmement puissant et compris dans des situations cliniques très variées, on peut citer notamment dans le cas des troubles d'apprentissage, des TND, des pathologies neurodégénératives ou encore en basse vision,
Mais justement, parce que c'est un outil puissant, il faut aussi être très clair sur un point. L'eye tracking ne vaut pas par lui-même. Il ne suffit pas d'enregistrer le regard pour produire automatiquement du sens clinique. Toute la question est de savoir quelle tâche visuelle on choisit, pourquoi on l'a choisie et si cette tâche est pertinente pour ce que l'on cherche soit à évaluer, soit à entraîner. L'eye tracking est un outil fort, certes, mais il suppose une réflexion en amont sur la cible, sur la tâche, sur les paramètres utiles et sur l'interprétation clinique des résultats. Et c'est probablement là que se situe, à mon sens, l'enjeu principal, non pas seulement avoir accès à la technologie, mais l'utiliser à bon escient. Donc, on a évoqué la technologie en elle-même. La question maintenant est de savoir ce que ces outils vont concrètement nous apporter dans notre pratique clinique. Deux axes en évaluation, hein. Le premier rapport va principalement être l'objectivation. Il va nous permettre de disposer de données mesurables, comparables et potentiellement confrontables donc à une base de données ou à des repères normatifs. Cela peut nous aider à repérer plus finement certains fonctionnements atypiques, parfois plus tôt que la seule observation clinique. Le second axe, c'est en rééducation, où l'intérêt est différent mais tout aussi important. Ces outils vont nous permettre d'objectiver toujours, mais cette fois dans une logique de suivi. Quantifier les progrès, observer les évolutions et ajuster les exercices en fonction du profil du patient, de son âge, de sa pathologie et de sa réponse au traitement. Autrement dit, ces outils ne vont absolument pas remplacer notre expertise clinique, ils viennent bien la compléter en apportant donc des données plus fines, plus traçables et potentiellement plus individualisées. Donc pour terminer cette partie, je voulais vous présenter brièvement donc le projet Mouvai qui s'inscrit très directement dans toute la logique que je viens d'exposer. Donc, Mooveye est un outil numérique d'entraînement oculomoteur assisté par eye tracking, conçu pour la prise en charge orthoptique de l'enfant. L'idée de départ était vraiment de proposer un outil à la fois reproductible, calibré et compatible avec les contraintes de la pratique clinique. Autrement dit, à nouveau, il ne s'agissait pas de reproduire un paradigme de laboratoire en cabinet, mais de traduire certains principes issus de la recherche en un environnement d'entraînement utilisable en clinique. Les premiers tests donc, ont été testés en conditions cliniques auprès d'orthoptistes dans une démarche exploratoire. À ce stade, donc, il s'agit d'un outil qui est en cours d'évaluation clinique avec des données donc, en cours de structuration. Ce que je trouve important ici, c'est moins de présenter un produit fini que de montrer une démarche. Une démarche qui cherche à articuler trois exigences, la rigueur issue de la recherche, la faisabilité en clinique et l'utilité pour la prise en charge orthoptique de l'enfant. Mooveye est donc à sa manière une tentative de faire le pont entre la recherche, la mesure objective du regard et la pratique clinique quotidienne. Et je voulais aussi en profiter dans cette slide pour remercier donc les donateurs de la campagne Ulule qui ont soutenu les premières étapes de ce projet, à savoir donc l'installation d'un dispositif dans un second cabinet d'orthopsie. Et nous préparons un programme pilote qui va engager prochainement plus de cabinets dans cette étude. Enfin, je souhaitais vous évoquer les principes de mise en place d'une recherche clinique. Si l'on veut passer d'une étude clinique à une véritable recherche clinique, la première étape va être de bien qualifier le projet. Ce point est très important parce que le cadre réglementaire ne va pas dépendre seulement du fait que l'on recueille des données, ni même le type de données recueillies, mais bien de la nature exacte du projet. En France, il faut d'abord se demander si on est dans un cadre d'une recherche impliquant la personne humaine, donc une RIPH, ou dans celui d'une recherche n'impliquant pas la personne humaine. Il faut aussi être particulièrement vigilant si l'étude évalue donc notamment un dispositif médical.
Depuis l'entrée en application du règlement européen du 26 mai 2021, les projets visant à évaluer un dispositif médical ou un dispositif de l'annexe 16 relèvent des investigations cliniques encadrées par ce règlement. Le deuxième point est de bien identifier les bons interlocuteurs. Le CPP, donc Comité de protection des personnes, pour tout ce qui va concerner la vie éthique et donc la protection des participants. La NSM, selon le type d'étude, notamment lorsque l'on est dans le champ des investigations cliniques de dispositifs médicaux. Enfin, il faut anticiper un nombre d'exigences de base qui sont en réalité les fondements, les fondations du projet. Donc, un protocole écrit avec des critères d'inclusion, d'exclusion, des modalités d'information adaptées et selon le cadre, donc un consentement ou une non-opposition. Il faut également donc identifier le promoteur, sa responsabilité, l'assurance éventuelle et prévoir la gestion des événements indésirables si cela s'applique. En résumé, mettre en place une recherche clinique ne commence pas par recruter des patients. Cela commence par qualifier correctement le projet et identifier le bon cadre réglementaire et clarifier les responsabilités de chacun. Ici, j'ai davantage ciblé sur la mise en œuvre concrète du projet. Donc, une fois qu'on a bien défini notre cadre réglementaire, il faut assez vite anticiper la question des données, de la gestion des données. Dès lors que l'on travaille sur des données de santé, il y a un volet de conformité à intégrer très en amont et notamment sur le plan de la CNIL. Donc l'enjeu ici n'est pas seulement de savoir qu'une méthodologie de référence existe, mais de vérifier laquelle s'applique réellement à notre projet et surtout de construire un recueil de données compatibles avec cette exigence réglementaire. Donc en pratique, cela suppose plusieurs choses. D'abord, d'avoir clarifié la base légale et les modalités d'information des participants. Ensuite, de limiter les données à ce qui est réellement nécessaire, de prévoir leur conservation, leur sécurité et de garantir une traçabilité des accès et des analyses. Mais au-delà de la conformité, il y a la question de la faisabilité. Un projet de recherche clinique ne tient pas seulement par sa rigueur scientifique, il tient aussi par son organisation. Il faut donc construire un protocole réaliste, prévoir le calendrier de recueil, s'assurer que les outils utilisés restent compatibles avec la pratique du terrain. L'idée centrale ici, c'est que la recherche clinique, elle ne repose pas uniquement sur une bonne question scientifique. Elle repose aussi sur un projet faisable, conforme et suffisamment bien anticipé pour pouvoir être mené à bout. J'ai ajouté ici l'exemple d'une étude rétrospective parce que c'est souvent une porte d'entrée plus accessible vers la recherche clinique. Lorsque l'on dispose déjà d'enregistrements oculaires réalisés dans le cadre de la pratique courante, ce qui est le cas pour nous en tant qu'orthoptistes, il peut être pertinent de se demander si ces données peuvent être réexploitées dans une démarche de recherche. Cela reste bien sûr conditionné par la qualification correcte du projet, par le cadre éthique et par la conformité du traitement des données. Mais cet exemple montre qu'on n'est pas toujours obligé de commencer par une étude prospective lourde. Il est parfois possible, à partir de données déjà présentes, de structurer une première réflexion clinique et scientifique. Et pour conclure, je crois que ce détour par la recherche n'a de sens que s'il revient à la clinique. S'il revient à la clinique, alors il va pouvoir nous aider à structurer davantage nos pratiques, à produire des données cliniques plus robustes et à mieux valoriser notre profession. L'enjeu n'est pas seulement de faire de la recherche en orthopsie,
mais de faire en sorte que cette recherche rende nos pratiques plus lisibles, plus reproductibles et plus solides. La recherche n'éloigne pas de la clinique, elle permet de la structurer, de l'objectiver et de la valoriser. Merci pour votre attention. Merci Agathe pour ton temps, pour cette présentation et tout ce que tu nous as partagé là. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les taper dans le chat. Moi, je voudrais effectivement te dire, effectivement, moi, là, il y a plusieurs choses. Euh, la première, effectivement, c'est quand on lit un article scientifique, souvent on se retrouve effectivement bien avec un groupe de patients pour lequel on a acquis les données, et vous, en pratique clinique, on voit, en fait, vous voyez un seul patient. Et c'est vrai que donc moi, j'ai fait pas mal de rencontres où justement on parle d'un patient TDAH, d'un patient XYZ. Et souvent, je faisais le récap de ce que disait la littérature scientifique en leur disant, mais attention, là, ce sont des groupes de patients, c'est la moyenne. Votre patient, en fait, il va pas forcément être cohérent. Et effectivement, j'aime bien cette idée, tu vois, d'avoir le raisonnement, de reprendre les principes de la recherche, mais pas de vouloir appliquer bêtement. Donc moi, ce que j'ai envie de garder, c'est vraiment garder cet œil de ta présentation, entre autres, c'est garder cet œil critique et après, effectivement, moi, c'était une de mes frustrations quand je faisais de la recherche. C'était d'être dans la recherche, dans le laboratoire, de faire mes publications, mais de me dire, mais ça sert à quoi si ça ne va pas jusque au patient? Et donc là, tu es vraiment en train de faire cette interface entre les deux pour arriver de passer de la recherche vraiment à la pratique. Et donc, au niveau de ton projet, toi, de recherche, tu en es où justement? Tu nous en parles un petit peu là. Donc justement, là, on a eu les accords pour lancer une étude rétrospective sur des Oui, données acquises donc, au sein de mon cabinet, hein, parce que finalement, ma triple casquette me permet aussi d'avoir accès à des patients qui ont eu des enregistrements oculomoteurs. Donc là, on a eu l'accord du comité d'éthique par le service clinique le service clinique de la Fondation Rothschild. Donc on est en train de mener ces analyses des données. Des enregistrements oculomoteurs auprès principalement d'une population d'enfants en TND. Et là, on est en cours de dépôt d'un projet pour lancer une étude prospective, avec un protocole expérimental un petit peu réajusté et qui enfin, fera entrer plus encore la clinique que les données oculomotrices que j'analyse actuellement. Enfin, oui, la clinique au sens plus large, on va dire, pluridisciplinaire. ouais, ouais. Merci aussi d'avoir fait le point sur les aspects, peut-être que moi je vais appeler un peu administratifs de la recherche. Parce que, en fait, c'est vrai que enfin, les gens qui sont extérieurs à la recherche, souvent, ils viennent te voir des fois en rigolant, ils disent, mais t'es un chercheur, tu trouves? Ben, d'abord, en fait, on met en place les choses de façon rigoureuse. Effectivement, il y a tout ce cadre réglementaire quand on travaille avec des personnes, il y a tous ces comités d'éthique, tous ces aspects à valider, et puis s'assurer que son protocole, il est bien, effectivement, bien ficelé, qu'il est faisable, et en plus, là, dans ton cas qui s'applique, enfin, dans votre cas qui s'applique vraiment à la pratique clinique, parce que sinon, ça ne pourra pas se traduire, enfin, pas aussi bien se traduire euh, est-ce que tu veux? Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense que tu as été très. Donc, il y a des personnes qui. Il y a Cécile qui a dit que c'était. Qui dit merci infiniment pour tes réflexions, ta clarté et ton recul. Donc, voilà. Merci. Et c'est vrai que c'était. Effectivement, c'était très clair. Et ça montre bien, effectivement, qu'il faut garder cet œil critique, en fait, cet œil. Et j'aime beaucoup cette idée que l'oculométrie ne remplacera pas, que la recherche ne prend pas la place de la pratique, mais en fait, elle vient compléter, apporter. Ah, s'il n'y a pas plus de questions que ça, je vous propose, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si tu veux dire une dernière chose, Agathe. Non, non, juste rebondir à la dernière chose que tu disais, c'est Oui, que c'est vrai que la recherche, c'est un temps qui est long aussi. oui, Et souvent, je sais que les orthoptistes me disent, bah alors, quand est-ce qu'on quand est-ce qu'on a des données, quand est-ce qu'on publie? Mais en fait, il faut vraiment accepter qu'on est dans un temps qui est beaucoup plus long, de par effectivement tous ces aspects réglementaires, hein, qui finalement sont quand même beaucoup de contraintes. On nous demande oui, de faire des publications en orthoptie, mais on oublie que c'est le cheminement, il est quand même très long et que les chercheurs mettent après l'acquisition des données, souvent presque 2 ans avant la publication d'un article, hein, ce qui mm, peut même être étendu dans certains cas. Donc il faut remettre effectivement en relation, c'est que ce temps recherche, il est très long, il est à mon sens indispensable.
il va venir éclairer effectivement notre pratique clinique, mais il faut accepter qu'on puisse pas être aussi immédiat que ce temps clinique où finalement, bah, voilà, quand on est face à un patient, on ne peut pas se dire qu'on va attendre les résultats moyens d'un échantillon représentatif de la pathologie de ce patient pour poser nous un diagnostic ou en tout cas mettre en place une prise en soin. Mais c'est vrai que c'est des délais qui sont parfois frustrants hein, en tant que clinicienne. Moi, parfois, je me dis, bah non, j'ai quand même eu beaucoup d'observations cliniques, je vois bien que ça fonctionne. J'aimerais pouvoir le traduire plus vite en résultats statistiques puissants, mais c'est pas le cas. Il faut vraiment accepter cette différence de timing, quoi. Ouais, bah dans cette différence de timing, tu as tous les temps d'acquisition, enfin, donc tu as toute cette partie réglementaire, tu as tous les temps d'acquisition, après tu as toutes les parties d'analyse, où en fait les analyses, enfin en tout cas je sais pas comment ça marche pour toi, mais souvent tu les fais une fois et puis après tu repenses à d'autres choses, donc tu peux aussi faire de l'exploratoire, trouver de nouvelles choses et souvent, ce que j'aime bien c'est quand tu trouves quelque chose, souvent tu te retrouves avec plus de questions à la fin que tu n'en avais au départ. Donc de fait, ça te lance des fois sur d'autres sujets. Donc, et effectivement, le temps pour arriver jusqu'à la publication, il y a tout cet aspect publication d'articles. Donc si c'est dans des revues plus internationales, où tu vas devoir soumettre, et puis l'article il va être rejeté une première fois peut-être. Tu vas resoumettre ailleurs, et là tu vas attendre un mois et demi avant qu'on te fasse un retour dessus. Puis on va te faire un retour, on va te demander de faire des expériences complémentaires. Et donc, en fait, il y a tout ce temps-là qui s'ajoute, qui fait qu'effectivement, comme tu dis, ça peut prendre jusqu'à 2 ans pour arriver à finalement enfin sortir enfin, voilà, ce que tu avais commencé 2 ans auparavant, quoi. Mm. Voilà. Donc, juste les dernières petites choses que je pourrais peut-être ajouter, c'est que vraiment la démarche d'Oculolab, c'est aussi justement de pouvoir peut-être créer un petit réseau pour mettre en place des projets, des études rétrospectives. On peut peut-être un peu plus facilement les envisager en orthoptie, notamment dans le champ de l'oculométrie, avec bien évidemment les diversités bah, des trackers utilisés, donc de protocoles. Mais peut-être que voilà, ça peut être des choses. En tout cas, moi, je suis vraiment très partante pour éventuellement réfléchir à des protocoles un peu plus regroupant voilà, plusieurs cliniciens pour essayer bah, d'uniformiser un petit peu les choses. J'ai la chance d'être associée à un laboratoire, donc de pouvoir assez quand même facilement avoir des autorisations au niveau des comités éthiques. Donc si jamais voilà, il y a des orthoptistes qui sont intéressés pour éventuellement réfléchir à un protocole expérimental pour lancer une étude, moi c'est volontiers que vous pouvez me contacter. Il y a Delphine, justement, qui demande comment on te contacte. Est-ce que tu veux taper ton adresse mail dans le chat Alors, éventuellement? je vais mettre mon adresse mail comme Et, euh, et puis ceux qui verront en replay, bah, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai le mail d'Agathe. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à ça, donc effectivement, l'intérêt d'uniformiser, c'est vrai que donc toi, l'idée, c'est que c'est un oculomètre qui peut être utilisé en pratique clinique que tu as, de toute façon, c'est ça? oui, Et l'idée, en fait, c'est vrai que, en fait, là, c'est quand on a un appareil avec tout le monde les mêmes protocoles, ça permet d'être sûr qu'on fait toujours dans les mêmes conditions. Et en fait, le fait d'avoir les mêmes conditions, ça permet de pouvoir mettre toutes ces données ensemble, parce qu'on a limité quelque part de la variabilité. En fait, c'est ça l'intérêt. Et l'intérêt d'avoir plusieurs centres aussi, c'est qu'en fait, on peut, c'est un peu comme les études pharmacologiques, en fait, généralement sur les médicaments. Ils commencent sur un échantillon dans une population et après ils vont voir sur plusieurs centres pour s'assurer que c'est pas juste parce qu'on était dans ce centre-là avec cette personne qui faisait passer les protocoles ou qui donnait le médicament que ça a fait ça, mais c'est pour s'assurer en fait que ça s'applique bien partout en fait. ouais, complètement. Merci encore Agathe pour ton temps, pour cet Merci Muriel, exposé merci très à toi. clair, pour avoir mis la recherche en lumière et montré ce qu'elle peut apporter à la pratique. Merci à tous et à toutes pour votre présence et puis bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.